Bonjour à tous, du coup, Mélodie Lim est mi-conseil du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Nous, on vient vous parler de l'amélioration de la prise en compte du décement des Pyrénées par la mise en place d'outils techniques opérationnels. Alors, rapidement, un petit contexte. Donc, le décement est une espèce protégée et menacée. Elle a récemment vu son statut évoluer sur la historique mondiale de l'UICN en 2021 pour passer de vulnérable en danger. Et plus anciennement, mais quand même récemment en 2017, elle a vu son statut évoluer de quasi menacé à vulnérable sur la liste rouge française des mammifères continentaux de France métropolitaine. Donc le décement des Pyrénées, au niveau de son habitat, il a connu une forte contraction et fragmentation de son aire de répartition au cours des 30 dernières années, donc à l'échelle de l'ensemble des Pyrénées françaises, mais aussi à l'échelle de sa répartition mondiale. C'est une espèce qui est encore aujourd'hui méconnue malgré les efforts pour l'amélioration des connaissances sur l'espèce, et difficile à étudier, très discrète, très difficile à capturer. Du coup, ça constitue un peu un frein majeur pour la mise en place d'actions de conservation pour l'espèce. Et la France, du coup, a une forte responsabilité quant à la conservation de l'espèce au vu de tous ces éléments. Donc, on a décidé de mettre en place rapidement des outils techniques pour améliorer sa prise en compte. Au niveau des plans nationaux d'action mis en place et d'autres programmes de conservation, donc ils sont listés ici, je ne vais pas m'étendre sur ces différents programmes, mais du coup, on a des programmes de conservation sur l'espèce depuis 2010 et qui courent avec le second PNA jusqu'en 2030. Donc, en fait, quand on parle de la prise en compte de l'espèce, en fait, c'est vraiment faire en sorte qu'elle soit bien intégrée dans tout ce qui va être études d'impact, travaux en rivière, et voilà, tout ce type-là de procédures environnementales. Donc, comme disait Mélodie, l'idée, ça a été de mettre en place une série d'outils techniques. Donc, ces outils techniques, en fait, ils prennent la forme de 4 livrets que vous avez en bas à droite, et qui ont pour objectif principal, du coup, d'améliorer et surtout d'homogénéiser cette prise en compte de l'espèce, comme je disais, dans toutes les procédures d'évaluation environnementale, donc état initial, études d'impact, mesures d'évitement, de réduction, etc. Donc l'intérêt de ces outils, et c'est quelque chose qu'on a voulu en fait faire dès le début, c'est qu'ils soient construits de façon multipartenariale pour légitimer au maximum leur utilisation derrière. Donc ils ont été construits en fait avec des associations naturalistes, des services instructeurs, des bureaux d'études, des porteurs de projets, voilà, pour que leur légitimité soit la plus forte possible. Donc ces outils ont été construits, ils ont été diffusés, et derrière on assure un service de formation, donc pareil à ce même public, un service instructeur, bureau d'études, etc., pour les former à l'utilisation de ces outils-là, et encore une fois pour qu'ils soient le mieux utilisés possible. Donc ça c'est une diapo un peu barbare que je vais pas détailler, mais en fait c'est l'utilisation de ces outils en fait est cadrée par une note de cadrage qui a été publiée par la DREAL Occitanie. Donc ça en fait c'est le schéma qui accompagne le descriptif de cette note de cadrage. Donc ce schéma, vous pouvez le retrouver sur le site du PNA et de la DREAL Occitanie. Donc les livrets, le premier livret, donc bon, s'il est un petit peu à part, hein, c'est pas vraiment un livret technique, c'est plus un état des lieux, un état des connaissances que l'on a sur l'espèce. Donc c'était une demande qu'on avait de beaucoup de monde en fait, qu'on fasse un document unique qui reprend un peu tous les éléments dont on a connaissance. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce livret 1 qui n'était pas forcément prévu au départ. Ensuite le livret 2, donc là pour le coup on rentre vraiment dans le concret avec ces outils techniques. Donc le livret 2 en fait est constitué de deux parties. Donc la première partie c'est un outil cartographique d'alerte, donc c'est cet outil qui en fait constitue un peu la base de tout le reste du dispositif. Donc l'idée en fait c'est de préciser pour chaque zone hydrographique, donc c'est le plus petit découpage de la baie des Carthages, donc préciser pour chacune de ces zones le statut de présence de l'espèce à l'échelle des Pyrénées. Donc en fait ce travail a été construit en partenariat, donc il y a notamment une thèse d'Anaïs Charbonnel entre 2012 et 2015 pour construire cet outil. Donc en fait c'est un croisement entre expertise naturaliste et recherche scientifique. Donc pour le côté expertise naturaliste en fait, donc il y a eu un grand nombre de tronçons prospectés à l'échelle des Pyrénées françaises, donc c'est les résultats qu'on a sur la carte en bas à droite. Il y a des points verts, des points rouges, donc les points verts c'est des tronçons où l'espèce a été détectée, les points rouges des tronçons où l'espèce n'a pas été détectée.
Donc ces tronçons en fait ont été tirés au sort aléatoirement à l'échelle des Pyrénées, en reprenant pour partie certains tronçons qui avaient déjà été prospectés dans les années 90, notamment pour la thèse d'Alain Bertrand. Et en parallèle de ce travail de prospection, en fait, tous les tronçons ont fait l'objet d'une description des habitats, une description de l'habitat qui a ensuite été extrapolée à l'ensemble des Pyrénées pour obtenir ce qu'on a en dessous des points rouges et verts. C'est un indice de favorabilité pour chaque cours d'eau. Donc suite à ça, on obtient la carte, première carte qui est en haut à droite, à gauche pour vous, pardon. Donc avec les zones bleues et oranges. Donc les zones bleues, ce sont des zones hydrographiques où un ou plusieurs tronçons positifs ont été recensés. Les zones oranges, à l'inverse, c'est des zones hydro où aucun indice de présence de l'espèce n'a été trouvé. Et on a également des zones noires. Donc les zones noires, c'est les zones où aucune prospection n'a été faite du fait du tirage aléatoire. Donc pour ces zones noires-là, en fait, elles ont été rehaussées en présence ou en absence via la favorabilité de l'habitat. Donc on obtient la carte binaire qui est au milieu, en noir ou en blanc, où en fait les zones noires on considère que le décement est présent, les zones blanches on considère que le décement est absent. Donc ce travail en fait c'était vraiment la base de l'outil, et ensuite donc, on a une double analyse, une analyse temporelle, une analyse spatiale. Donc pour l'analyse temporelle, en fait c'est à l'échelle vraiment d'une zone hydro. Est-ce qu'elle est en zone de présence ou en zone d'absence? Donc ce travail est fait à 2 pas de temps, donc avec toutes les données antérieures à 2005, et avec les données post-2005. Et en plus de ça, on a également une échelle spatiale, c'est-à-dire qu'on a rajouté des zones en présence si elles étaient connectées directement à des zones où l'espèce est présente. Parce que on sait qu'aujourd'hui que le décement est capable de parcourir de grandes distances en quelques jours. Donc on arrive au tableau qui est en bas à droite, où on croise justement ces deux entrées, donc l'échelle temporelle présence actuelle, présence historique, et l'échelle spatiale, présence en local ou présence en connectivité. Donc ces quatre critères sont ensuite évalués, on leur attribue à chacun une note. Cette note, on fait la somme et on obtient un indicateur de présence pour chaque zone hydrographique, donc c'est le tableau qui est ici. Et en fait, ensuite, on a simplifié ces indicateurs de présence en 3 grands types de zones. Donc ce qu'on appelle les zones noires, c'est-à-dire on considère des zones où le décement est présent actuellement, les zones grises où on considère que ce sont des zones de présence historique, et les zones blanches où, en gros, il n'a jamais été présent. Et donc voilà, c'est ce qu'on a, c'est l'outil cartographique qui est ici, donc là c'est la version actuelle. Donc là aussi, il est disponible sur le site du PNA et sur le site de Picto Occitanie. Et donc comment ça se convertit par rapport à la prise en compte de l'espèce et par rapport du coup à la note de cadrage que j'ai évoquée tout à l'heure. En fait, lorsqu'on est en zone noire, on considère que le décement est présent. Peu importe le résultat d'une éventuelle étude d'impact, s'il y a des inventaires qui sont menés, dans tous les cas, le décement doit être pris en compte dans toutes les procédures. Si on est en zone grise, le décement est potentiellement présent, mais on n'a pas de données récentes, donc des inventaires complémentaires sont nécessaires pour mettre en avant la présence de l'espèce. Donc là, c'est la deuxième partie du livret 2, c'est un protocole standardisé de recherche de l'espèce, donc là que je ne vais pas détailler ici. Donc cet inventaire doit être mis en œuvre, soit le décement est présent et à ce compte-là on bascule sur une zone noire, soit le décement est absent et dans ce cas-là on reste sur une zone grise. Donc là c'est uniquement les habitats de l'espèce qui doivent être pris en compte. Donc comme Élodie l'expliquera, ça change un petit peu sur l'aspect. Et enfin sur les zones blanches, bon, là on considère qu'on est hors de l'aire de répartition de l'espèce. Ensuite, du coup, sur la note de cadrage, enfin le schéma de la note de cadrage qu'on a vu tout à l'heure, les 2 prochains livrets concernent plutôt la prise en compte justement des habitats et des individus de l'espèce. Donc tout d'abord, ce qu'on appelle nous le livret 3, c'est un cahier des charges pour la réalisation des suivis du décement des Pyrénées. En fait, ça propose toutes les mesures de suivi qu'on connaît aujourd'hui et qu'on peut mettre en place sur le décement, qui permettent soit d'évaluer les travaux, les impacts des travaux sur les cours d'eau ou les berges qu'on peut mettre en œuvre, soit évaluer l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction qui vont être présentées dans le livret 4. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des livrets, pareil, ils sont disponibles sur le site de la DREAL et l'ancien site du Life Décement. Mais en fait, je vais juste vous présenter la structure des 2 livrets. Donc le livret 3, en fait, il propose 6 fiches de suivi. Donc ce que je disais, les suivis qu'on connaît actuellement et qu'on sait mettre en œuvre sur le décement des Pyrénées. Et il y a aussi 2 fiches en construction. Donc c'est des fiches qui sont vouées à être construites dans les années à venir, proches si possible. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fiches en construction et les fiches qui existent sont vouées à évoluer en fait. Si on met à jour les méthodes, les protocoles, etc., tout ça, ça peut évoluer. Donc,
Donc comment utiliser le guide 3? En fait, il y a un tableau au tout début du guide qui va permettre en fait, d'aller directement à la fiche qui nous concerne en fonction de soit l'impact qu'on va avoir sur le décement ou ses habitats, soit le type de question posée. Donc, par exemple, si on veut juste savoir si le décement est présent avant, pendant ou après les travaux, on va aller directement à des fiches qui sont référencées. Donc, par exemple ici, on a soit la prospection des fesses, soit la capture d'individus, et on a aussi la validation des individus par analyse génétique. Mais en fait, dans chaque fiche, on va avoir, comme je vous l'ai présenté là, en fait, une description succincte de la fiche, le protocole qui va être vraiment détaillé, les conditions particulières, s'il faut voilà, prélever les fesses, ne pas toucher les échantillons, les mettre directement en alcool, etc. Les personnes qui sont habilitées pour faire le protocole, parce qu'il y a certains protocoles qui nécessitent une habilitation particulière, typiquement la prospection fesses avec le protocole dont a parlé Émile tout à l'heure. On précise quand et la fréquence de passage pour certains protocoles, les conclusions qu'on peut en tirer à terme, le dérangement pour l'espèce, parce que forcément, vous vous doutez bien qu'une capture d'individu par rapport à une prospection fesses, on ne va pas du tout avoir le même dérangement sur l'espèce. Et enfin, on estime les moyens financiers à mettre en œuvre. Pareil, une opération par radiopistage aura des coûts beaucoup plus élevés qu'une prospection fesses. Avec tous ces éléments, en fait, si je me dis je veux juste savoir si mon décement est présent ou pas, je vais plutôt aller vers la fiche prospection de fesses qui est beaucoup moins écouteuse et dérangeante pour le décement. Ensuite, sur tout ce qui est mesures d'évitement et de réduction, on est ici sur le livret 4, qui est un guide technique de recommandation pour la gestion du décement des Pyrénées et de ses habitats. Et en fait, ce guide présente des mesures d'évitement et de réduction pour les individus et les habitats. On a fait ici le choix de ne pas évoquer les mesures de compensation, parce qu'à ce jour, on ne sait pas compenser les impacts sur le décement. Et c'était aussi pour ne pas laisser trop facilement la porte ouverte aux aménageurs d'aller directement sur la compensation quand ils avaient les moyens de le faire. Donc ici, le guide, comment il s'articule? Donc il présente l'espèce rapidement pour comprendre sa biologie, son écologie et mieux comprendre en fait les mesures qu'on propose ensuite. On rappelle la prise en compte du décement dans les procédures environnementales et on définit l'habitat du décement parce que en fait dans tout le guide on va parler de l'habitat du décement. Donc pour savoir de quoi vraiment on parle, on le définit via un schéma. Donc en fait c'est le liminaire avec une zone tampon de 10 mètres et toutes les zones humides comprises dans le limageur, là aussi avec une zone tampon de 10 mètres. Et ensuite, après, on arrive avec deux entrées différentes, une entrée impact, une entrée travaux. Donc en fait, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir deux entrées, à la fois pour les services instructeurs qui vont plutôt aller sur l'entrée impact, et à la fois pour les techniciens de rivière qui vont plutôt aller sur l'entrée travaux. Parce que comme l'a dit Émile, ça a été fait avec plusieurs acteurs, donc on a pu avoir des échanges sur ce qui était le plus pertinent à mettre en place. Après tout ça, on arrive aux fiches techniques. Donc encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, je vous présente juste comment c'est organisé. Donc l'entrée impact, on a une grande catégorie d'impact qui est à gauche, je ne sais pas la souris, mais tout à gauche. En rouge. Ouais, ici. Donc on a une grande catégorie d'impact ici, donc un impact sur les habitats ou les individus. Ensuite, on va définir plus précisément le type d'impact. Par exemple, si je vais dans les habitats et qu'on est dans le cadre d'un renforcement de berge, on va avoir une destruction potentielle d'habitat de repos et de reproduction. On a un niveau d'impact ensuite. Est-ce que la destruction est définitive ou est-ce qu'elle est temporaire? Et suite à cela, en fait, on va avoir un détail sur ce type d'impact. Et en fonction de si je suis dans une destruction définitive ou temporaire, je vais avoir différentes mesures d'évitement en priorité, puis de réduction qui vont être à mettre en œuvre et qui amènent à une fiche technique. Donc on peut avoir la même fiche technique en fonction de que ce soit dans la mesure d'évitement ou de réduction. Mais du coup, je vais pouvoir aller consulter toutes ces fiches qui vont me permettre d'éviter et de réduire les impacts sur l'espèce. L'entrée travaux ensuite, donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les techniciens de rivière qui nous ont dit ok l'impact c'est bien et ça se comprend, mais nous ce qu'on préfère c'est parler en entrée travaux parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire, on parle d'un renforcement de berge, d'un atterrissement, des choses comme ça. Donc on s'est dit ok très bien, on va partir là-dessus aussi. Donc on a, je sais pas si on voit très bien, mais on a les grands types de travaux à gauche, ici. Donc ici on a par exemple travaux impact les berges, il me semble. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a listé des exemples de projets courants. Donc c'est pas du tout une liste exhaustive, mais c'est pour dire dans tel type de projet, oui, je vais impacter les berges, ou oui, je vais impacter les individus, etc. On a le type d'impact, donc on reprend, est-ce qu'on a un impact sur les individus JT? Oui, enfin potentiel, toujours. Hein.
Est-ce qu'on a un impact sur les habitats de repos et de reproduction? Oui, également. On fait une rappel aux IOTA, qui sont souvent utilisés, et, enfin, voilà, dans le milieu, tout le monde se réfère aux IOTA. On précise si ça rentre dans le cadre d'une dérogation espèce protégée ou non. Et après, justement, on ramène encore une fois aux fiches techniques, donc qui vont amener à différentes fiches techniques. Comme je vous l'ai dit précédemment, les fiches techniques, elles sont vouées à évoluer. Par exemple, sur le guide technique, on a une fiche concernant la modification du débit. Elle va clairement évoluer à la fin de la thèse qu'on accueille actuellement et pour 3 ans au Seine-Occitanie, avec Loan Arguel qui est présent là, s'il veut faire coucou. Et que vous pourrez aller voir tout à l'heure si vous voulez discuter plus précisément de sa thèse. Mais du coup, voilà, c'est des choses qui sont vouées à évoluer. Merci. Merci. Donc, s'il y a des questions, des remarques. Bonjour. Est-ce que vous avez pensé à décliner éventuellement ces documents pour la cross-up aquatique, en particulier la petite? Parce qu'il y a une problématique qui est assez comparable. Il y a souvent moi j'ai souvent des questionnements de bureaux d'études qui posent pour des travaux sur rivières et autres. Et il y a beaucoup de choses qui sont répondues là, dans le cadre de ces... Effectivement, Desmond, Crossop, on constate quand on fait suivi Desmond, c'est très souvent qu'on tombe aussi sur de la Crossop, donc ils ont quand même des habitats assez similaires. Donc en fait, l'idée c'est qu'on utilise un peu le Desmond comme espèce parapluie, en fait, c'est que la plupart des mesures qu'on propose ici sont aussi censées être favorables à la Crossop. Donc on n'a pas l'équivalent en termes d'outils pour la Crossop, mais on imagine que les mesures qu'on propose pour le Desmond bénéficient également à la Crossop. Mais ça vaudrait le coup peut-être justement prendre quasiment la quasi-totalité des remarques, mais simplement dans le titre, parce que si vous mettez Desmond, les gens de Haute-Savoie qui bossent sur la Crossop, enfin qui bossent sur les torrents, vont dire que ça ne concerne pas. Oui. Une question beaucoup plus large que votre présentation précisément. Alors, je ne sais pas si peut-être vous pour répondre ou quelqu'un d'autre qui travaille sur le Desmond, parce que colloque après colloque, il y a toujours des présentations très intéressantes. Comme sur le Desmond, il y a plusieurs thèses qui ont été faites depuis des années. En fait, je me posais vraiment la question de savoir, est-ce qu'on a une idée de combien tout ça a coûté sur le Desmond? Et c'est pas du tout une question polémique, c'est pour savoir c'est quoi l'impact vraiment sur la conservation du Desmond. Est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu tous ces plans, ces thèses, ces travaux, parce que ça paraît vraiment très important ce qui est fait sur le Desmond. Si je dis pas que c'est pas justifié, mais je me demande qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait rien eu, par exemple. Ce serait un bon cas d'école à montrer ou pas, je sais pas. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on sait que donc nous, on a commencé à travailler sur le Desmond en 2010. Concrètement, en tout cas, on sait que avant même 2010, on savait que l'espèce était en forte régression à l'ensemble de son aire de répartition, que ce soit en France ou dans le monde. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait rien fait? Non, nous, on n'en sait rien. Après, on imagine bien la tendance que ça a. Forcément, c'est pas une tendance qui est hyper positive. Après, ce qu'on fait, c'est vrai que c'est du travail effectivement de longue haleine. Tout ce qu'on fait là sur pour essayer d'améliorer la prise en compte de l'espèce, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on arrive à mesurer réellement l'impact à court terme. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe en termes de travaux dans les Pyrénées, le Desmond est de plus en plus intégré, de façon à essayer de faire les choses en le respectant au maximum, alors que ce n'était pas du tout le cas avant 2010. Typiquement, les syndicats de rivière, quand ils faisaient des coupes en berge ou de l'enlèvement d'embac ou je ne sais pas quoi, le Desmond n'était pas du tout intégré. Aujourd'hui, il y a quand même une attention particulière qui est prise sur cette espèce-là, et ça en soi, on imagine que c'est quand même assez positif. Après, il y a également forcément tout ce qui est en amélioration de connaissances. On ne savait quasi rien sur l'espèce, il y a plein de choses qu'on ignorait en tout cas. Donc ça avance. Typiquement, ce qu'évoquait Mélodie sur les débits. Les débits dans les Pyrénées, ils sont quand même beaucoup perturbés par toutes les installations qu'il peut y avoir. Donc si on arrive à avoir des informations là-dessus, ce sera certainement positif à terme sur l'espèce. Après, oui, c'est sûr que ça demande des efforts financiers conséquents. Donc là, on avait le programme LIFE entre 2014 et 2019, donc c'était un projet à 2 millions. Et là, maintenant, on est sur un fonctionnement PNA classique. Voilà. En
gros, je sais pas si ça répond complètement à la question, mais tant mieux. Après, on le voit sur la présentation systématique. Voilà, on avait une suite de présentations, mais on n'avait pas le temps de vous présenter sur les retours, tous les dossiers qui passent en DREAL et qui sont, qui passent en DREAL et qui pouvaient ne pas passer avant. On le voit et nous on est sollicité beaucoup plus aujourd'hui. On a des sollicitations des conseils départementaux, des aménageurs comme EDF ou quoi qui veulent prendre en compte le décement et qui avant ne venaient pas systématiquement vers nous. Donc il y a quand même des retombées positives. Ouais, une dernière question courte, je pense, parce que... Merci pour la présentation. Je trouve ça très intéressant la méthode que vous avez mise en place au début là, pour identifier l'habitat potentiel, même si, et pour dire, là même si les inventaires ne mettent pas en évidence le décement, et ben on le prend en compte. Et je pense qu'en tout cas il faut saluer les services instructeurs de votre région parce que c'est aussi une volonté politique assez forte. Il y a juste une question par rapport à ça. J'ai pas tout à fait suivi la méthodo. À quel point est-ce que vous avez modifié les zones de présence par rapport peut-être à la dire d'expertise, parce qu'avec votre méthode, peut-être vous êtes passé à côté de certaines zones, notamment en frange de répartition, parce qu'il y a forcément un risque, du coup, quand on est dans les zones blanches, que du coup, ok, on ne prend pas en compte du tout, alors que si ça se trouve, pour un facteur X ou Y, en fait, l'espèce est présente vraiment en marge, et finalement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un trou dans la raquette. Donc, je trouve que la méthode est très intéressante, mais je voulais savoir, voilà, comment est-ce que vous, ou les services instructeurs, mettent le bémol sur... C'est pas parce qu'on est dans une zone blanche, vu cette méthode qui pourtant, du coup, permet une prise en compte très forte de l'espèce, qu'il ne faut pas non plus quand même faire les inventaires, parce que, mine de rien, ce serait dommage de passer sur pile l'endroit où il est quand même présent juste en unité de répartition. En fait, les zones blanches, c'est des secteurs sur lesquels, effectivement, il y a eu une attention, il y a quand même eu une attention qui a été menée, elles ont été prospectées. Et à la fois les résultats négatifs et effectivement les types d'habitats qui sont complètement pas du tout en conformité avec l'habitat à décement tel qu'on le considère par ailleurs. C'est vraiment des zones qui sont en plus qui sont certaines déconnectées même des cours d'eau pyrénéens et de l'aire de répartition de l'espèce. Donc c'est vraiment des secteurs complètement à la marge. Et si peu qu'il y ait des secteurs en piémont qui soient quand même un petit peu connectés où on a des doutes sur la présence, ces secteurs-là apparaissent en gris. Les zones blanches, c'est vraiment des zones... on s'est même posé la question de les enlever de l'outil carto. C'est vraiment complètement déconnecté et a priori complètement non favorable. Ok, je crois qu'on va en rester là. Merci. Et puis donc pour la présentation.